J'aimerais commencer cette première table ronde de la journée en vous remerciant pour votre intervention. Et puis, je suis vraiment ravi de pouvoir prolonger la discussion maintenant avec vous et avec le public dans une partie un peu plus interactive. Nous aurons ainsi l'occasion d'approfondir certaines réflexions suscitées par vos trois interventions et de répondre à toutes les questions du public. Mais surtout, nous aurons l'occasion de questionner ensemble l'existence, même si j'ai peu de doutes sur l'existence d'un stoïcisme contemporain. Vous en êtes la preuve, et nos interventions en sont la preuve ce matin, et surtout la pertinence d'un stoïcisme contemporain. C'est le thème de cette première table ronde. Peut-on parler d'un stoïcisme contemporain ? J'aimerais commencer cette table ronde en vous posant à chacun d'entre vous une question, la même question, pour se chauffer la voix. Quand on parle de stoïcisme contemporain, à quoi pensez-vous ? Christelle, c'est toi, tu commences. C'est la patate chaude. Merci beaucoup pour cette question. Je viens de dire à mon collègue que je ne sais pas répondre à la question. Donc, à quoi je pense ? D'abord, je pense au livre d'Anthony Lang, A Stoic Guide to Life, je crois. Et donc, à l'effort que nous pouvons faire, effectivement, d'appliquer les principes stoïciens dans notre vie quotidienne. Et donc, l'exemple que vient de nous donner monsieur est très intéressant parce qu'il nous dit ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est une question que j'ai souvent aussi, moi, parce que des étudiants peuvent venir me voir en me disant « Bon, est-ce que vraiment vous êtes stoïcienne au fond ? Est-ce que ça vous sert à quelque chose, tous ces machins que vous manipulez tout le temps, de manière très technique et très précise ?» Et la première réponse que j'aurais, c'est effectivement, ça fonctionne d'un point de vue pratique. Donc il y a certains éléments qu'on peut mobiliser pour les appliquer. Ensuite, la raison pour laquelle je ne sais pas bien répondre à la question au fond, c'est l'impression que j'ai, c'est que quand on applique un principe stoïcien, parfois on oublie en fait la raison théorique qui l'a justifié, qui le mobilise, et du coup on peut l'appliquer de travers parce que on a oublié justement quel est le contexte de l'énonciation du principe. Donc c'est un peu le décalage éventuel entre théorie et pratique qui me gêne pour répondre de manière très décisive à la question. Tu veux dire le risque, le décalage ? Voilà, c'est-à-dire on pourrait dire bon, c'est un principe stoïcien que j'applique, or en réalité on le prend de travers parce que c'est pas ça qu'il veut dire exactement, et du coup finalement c'est pas tellement le stoïcisme qu'on mobilise, c'est peut-être autre chose, et peut-être un principe philosophique plus large, par exemple, je sais pas, la maîtrise de soi, c'est presque commun à tous les philosophes de l'Antiquité. C'est pas juste les stoïciens qui auraient dit ça. Donc, qu'est-ce qu'on mobilise exactement comme principe spécifiquement stoïcien ? Ça, c'est une question difficile pour moi. Ouais, même la question de la mort dont tu parlais tout à l'heure, les principes épicuriens avaient déjà cette dimension. On entend mal. On entendra mieux comme ça. On entendrait mieux comme ça. Non, si, c'est mieux, c'est bien mieux. La question est le stoïcisme contemporain aujourd'hui. Oui. Je partage l'avis de Christelle sur le fait que nous fassions toujours un peu son marché aujourd'hui. C'est un peu cette impression. Et alors effectivement, mes travaux ont plutôt été de mentionner que, j'ai essayé de mentionner que ça n'a plus beaucoup de sens, au moins depuis Erasme, peut-être Montaigne également, d'essayer de chercher à dire il y a du stoïcisme, il y a de l'épicurisme ou du cynisme. Il y a un mélange, et c'est pour moi la réponse que Pierre tout à l'heure mentionnait à propos de ça voudrait dire quoi pour le contemporain, ou peut-on dire qu'il y a un stoïcisme contemporain, ou certains disent ça ne veut rien dire qu'il y a du stoïcisme contemporain par exemple. La question est posée à titre personnel, donc à titre personnel je pense qu'en effet ça n'a plus beaucoup de sens, mais ce n'est pas grave que ce n'ait pas beaucoup de sens, c'est plutôt qu'est-ce que l'on en fait avec d'autres types de philosophie, et qu'effectivement il y a un mélange qui est fait. Ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure dans la communication, c'est justement qu'on oublie une partie du stoïcisme et que l'on va dire qu'on applique des principes stoïciens. Si on veut les appliquer vraiment, les
les principes stoïciens, c'est un ensemble qu'il faut regarder et pas y faire son marché, comme parfois on pourrait dire, l'exemple que j'ai pris avec la religion, eh bien on va faire son marché avec certaines religions par exemple. Ben, ça ne peut pas vraiment fonctionner, ou ça n'en est plus vraiment, vous voyez ce que je veux dire. Et dès lors qu'on parle de stoïcisme contemporain, je crois qu'on essaie de chercher quelque chose dans un passé qui n'est pas forcément le présent, et qu'il est plutôt intéressant d'essayer d'avoir ce mélange à la Montaigne, où effectivement on va essayer d'aller chercher qu'est-ce qui peut nous servir ici et maintenant. Et l'ici et maintenant, et justement cette capacité, Michel Foucault l'a dit de manière très très précise, hein, quand il a dit effectivement on ne peut pas employer des méthodes passées pour les questions contemporaines, c'était sur des choses très particulières, et il parlait notamment de la folie. Et évidemment, il fait une histoire qui va permettre de regarder, et je crois qu'il était tout à fait conscient quand il parle de l'intérêt effectivement des anciens, quand il cite la phrase que Pierre a dit, parce qu'il est sur son lit de mort, Michel Foucault, et on lui amène, pour ceux qui ne le savent pas, mais on lui amène son ouvrage qui vient d'être imprimé, et Michel Foucault va s'éteindre quelques heures après. Mais il a son ouvrage, c'est le dernier qu'il a écrit, et qui effectivement est celui dans lequel il parle des philosophes antiques. Donc ce stoïcisme contemporain, est-il existant, ou est-ce qu'on a une idée du stoïcisme contemporain aujourd'hui, et qu'il y a plutôt une forme de mélange de stoïcisme, d'épicurisme ou encore de cynisme. L'exemple que Christelle mentionnait avec la maîtrise de soi est tout à fait pertinent pour cela. Merci Xavier. Pierre? Je pense qu'effectivement, il faut insister sur le fait que le stoïcisme est une philosophie qui a évolué pendant 500 ans dans l'Antiquité. Le stoïcisme de Panétius n'est pas le stoïcisme de Chrysippe, et on pourrait multiplier les exemples comme ça. Mais ce qui est frappant, c'est de voir qu'il existe néanmoins une continuité. Même si, 4e siècle, donc vers 302 avant Jésus-Christ, l'époque de Zénon n'est absolument pas la même que l'époque, on va dire par exemple, l'époque de Marc Aurèle, tout simplement. Hein. Donc les époques ont changé, mais néanmoins, il semble exister un continuum de pensée. Et d'une certaine manière, je me dis, ce continuum de pensée, il a continué à subsister, à être transmis jusqu'à aujourd'hui. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? D'une certaine manière, on est là justement pour en discuter. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on peut appeler ça un stoïcisme contemporain ? Alors j'avoue que personnellement, j'aime beaucoup cette expression parce que ça nous ramène quand même aux racines du stoïcisme. Hein, donc de continuer à utiliser ce terme de stoïcisme. Bon, ensuite, contemporain, c'est pas compliqué, on est en 2021. Merci Pierre. J'enchaînerai peut-être, parce qu'on voit que tu as parlé, Pierre, de différents stoïcismes. Le stoïcisme de Zénon, qui est différent de celui d'Épictète, de Marc Aurèle, et le stoïcisme contemporain serait de même quelque chose de différent, effectivement, parce que contemporain, justement. Est-ce qu'on peut parler, on ne pourrait pas plutôt parler de stoïcisme contemporain au pluriel? C'est-à-dire, non pas, peut-on parler d'un stoïcisme contemporain, mais de plusieurs stoïcismes contemporains, de différents lieux, de différents visages que prend le stoïcisme aujourd'hui. Xavier, tu en as parlé un petit peu dans ta conférence déjà. Mais... Tu passes ton temps à me passer. Absolument. Merci. Alors, pour le coup, moi, j'aurais une position plus optimiste que la tienne, peut-être. C'est-à-dire, si on veut continuer à dire que le stoïcisme, de manière massive, continue à nous parler, c'est que, comme l'a dit monsieur encore une fois, Pierre, excusez-moi, il y a des éléments dans le stoïcisme qu'il n'y a pas dans les autres écoles. Donc, il faudrait réussir à identifier des points, donc, comme vous avez fait, la distinction, ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi, qui est un usage spécifique, le renversement de l'obstacle. Ça, ce sont des éléments qu'on ne trouve pas ailleurs. On pourrait dire, est-ce que, finalement, on pourrait essayer de centrer ce noyau structurel pour définir le stoïcisme, et à ce moment-là, à partir de là, on peut dire quel est le sens exact de ces outils,
et est-ce qu'on peut les utiliser encore maintenant? Et du coup, ça permet de botter un peu en touche, pour dire c'est pas la peine finalement de chercher éventuellement des stoïcismes, mais plutôt, en tout cas moi c'est la manière dont j'ai procédé dans les livres qui essaient de retracer un peu l'histoire du stoïcisme, c'est d'identifier des outils techniques qui sont spécifiquement identifiés comme étant stoïciens. Et du coup après, est-ce que ça marche? Alors la question suivante c'est, est-ce qu'ils sont applicables à la situation actuelle? Et est-ce qu'on peut poser aux stoïciens des questions sur des objets dont ils n'avaient absolument aucune idée? Tout à l'heure, vous avez dit, je ne sais plus qui a dit, c'est toi, je crois, Oui. c'est l'ère du smartphone, c'est l'ère des réseaux sociaux, etc. Et je me suis dit, mais effectivement, est-ce que les problématiques qui émergent de ces objets-là seraient, on pourrait les appréhender avec des outils stoïciens? Et pour l'instant, je jette un peu la question au public. Peut-être que vous avez des réponses, parce que pour l'instant, moi, j'ai pas réfléchi en fait exactement à cette possibilité-là. Moi, je dirais, mais c'est très superficiel, hein, en tant qu'objet, oui, je peux le traiter en mode stoïcien. En tant que smartphone, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Oui, en tout cas, c'est ce que moi j'essaye de faire dans mon quotidien. C'est-à-dire que je travaille sur la question de l'innovation et des exercices spirituels, parce que ce que j'ai essayé de démontrer tout à l'heure dans la communication, c'est que nous ne pouvons être exclus, ou nous pouvons exclure les problématiques qui sont celles qui sont les nôtres. Et donc, mon quotidien, en tout cas de professeur, il est avec mes étudiants, justement, de travailler de manière extrêmement concrète. Et on peut citer des marques, des exemples, des organisations, des entreprises qui vont justement essayer de se poser cette question-là. Je peux vous donner un exemple extrêmement clair. Lorsque l'entreprise Danone se déclare entreprise à mission, elle dit que le profit passe après la mission à accomplir. C'est extrêmement clair, c'est extrêmement simple. Lorsque l'entreprise Patagonia, Yvon Chouinard, dit « je vais caper mes bénéfices, parce qu'après, au-delà, j'en ai pas besoin. Ensuite, j'ai besoin pour payer mes employeurs, mes salariés, mes employés, pardon, mes fournisseurs, je vais avoir besoin de cet argent-là d'une certaine manière, mais au-dessus, je n'en ai pas besoin pour que mon entreprise survive. En conséquence de quoi, tout le surplus, ce sera redonné à des organisations environnementales. On est pleinement dans maîtriser ses passions, maîtriser ce que je vais gagner, ce qui dépend de moi, ce qui n'en dépend pas. La tempérance. On est sur la tempérance complète et on est pleinement dans cette dimension-là. La question donc du smartphone, comment il est créé jusqu'à son recyclage par exemple, ce sont des choses extrêmement concrètes que pour le coup je fais avec mes étudiants, dans lesquelles on aborde de manière concrète et on les cite en cours, hein, on dit voilà, ce sont des comportements, donc il y a de manière très concrète des paragraphes ou des lectures que nous faisons, des exercices spirituels. Effectivement, je dis de manière un peu historique, mais en disant il y a de l'exercice spirituel, on peut se servir un peu parfois des épicuriens, un peu des cyniques ou un peu des stoïciens. Mais l'important est d'essayer d'être complètement ancré dedans. Et donc, est-ce qu'il existe des stoïcismes contemporains, pour revenir à la question? Peut-être qu'il en existe, mais c'est vrai que ce n'est pas ma question à proprement parler. Il y a une question du public. Bonjour. Sinon, c'était juste pour réagir à ce que vous disiez avant, au sens où vous posez la question de l'objection qui est formulée au stoïcisme contemporain, à savoir nous ne pourrions pas avoir un stoïcisme contemporain parce que nous utiliserions des outils antiques appliqués à une modernité complètement différente. Et je pense que l'objection est très intéressante, mais qu'elle repose aussi sur un présupposé dangereux, au sens où elle supposerait qu'on puisse mettre à l'écart, se mettre en recul de cette modernité, se mettre en recul du contexte intellectuel dans lequel nous pensons désormais le stoïcisme, se mettre en recul de tout ce qui forme notre contexte mental. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais la modernité n'est pas juste faite des smartphones, des objets, mais également de tous les réflexes que nous avons vis-à-vis de ces objets. Donc je pense que l'objection qui est formulée au stoïcisme contemporain peut être intéressante, mais elle a tout à fait ses limites. Et je pense que du coup c'est super intéressant de penser au stoïcisme contemporain. Merci beaucoup.
si vous avez d'abord. Merci. Oui, bonjour Michel Ragnaud. Je voulais déjà indiquer une chose, c'est que j'étais, moi, quand j'ai découvert le stoïcisme, j'ai découvert par le milieu anglo-saxon. Et donc, une des choses que vous pourriez commenter, c'est pourquoi le stoïcisme est beaucoup plus développé dans les milieux anglo-saxons. La deuxième chose, c'est que justement dans ces milieux-là, on a l'impression qu'ils défendent plutôt un stoïcisme, parce qu'il y a beaucoup de stoïciens connus qui montrent bien la différence entre stoïcisme, scepticisme, épicurisme, etc. Et effectivement, le stoïcisme contemporain, il peut être compris, moi je pense, dans toutes les circonstances. Moi-même, je traduis donc un auteur stoïcien qui s'appelle Chuck Chakravarti. Et lui, ce qu'il apporte dans le livre que je suis en train de traduire, c'est le stoïcisme qui apporte une liberté inébranlable, en retirant différents fardeaux qui peuvent nous poser dessus. Donc ces fardeaux, on peut les retirer dans différents contextes. Il avait fait, lors du Stoicon de l'an passé, une conférence que vous pouvez retrouver sur Internet, et là, sur comment se libérer des différents fardeaux. Et ça opère, je dirais, dans les différents contextes, aussi bien de l'Antiquité que de nos jours. Alors déjà, je ne sais pas si vous pouvez répondre pourquoi le stoïcisme est plus développé dans le monde anglo-saxon que... Nous sommes tout à fait en désaccord avec cette assertion. Tous les deux. On dirait qu'on a plus d'importance dans le milieu économique, etc. Alors, il y a beaucoup plus d'auteurs qui sortent en permanence des textes, peut-être des essais, des choses comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez le média qui s'appelle Medium. On n'a pas vraiment d'équivalent français pour retrouver ces idées. Et là, on a énormément de textes divers et variés sur le stoïcisme, notamment. Enfin, bien sûr, c'est un média qui touche beaucoup de choses. Bon, alors c'est vrai que moi j'ai évidemment un prisme académique, et donc de fait, le monde anglo-saxon a produit beaucoup de scholars très érudits, John Sellars, Christopher Gill, etc., David Sedley, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup aussi en France, donc je pense que la recherche en France est aussi très importante. Non académique, excusez-moi, je voulais dire plus dans la vie courante. Voilà. Alors effectivement, donc pour le coup, peut-être que le milieu académique français a plus de réticence après à fabriquer des espèces de guides stoïciens pour self-développement. Mais justement, je pense que c'est parce que on est précautionneux aussi. Alors ça ne veut pas dire que les anglo-saxons ne le sont pas, mais ils vont plus volontiers vers ce genre de pas qui nous semblent être des glissements éventuels. C'est-à-dire, par exemple, vous avez dit à la fin, ce qui compte, c'est aussi la liberté absolue de la conscience. Et ensuite, on pourrait avoir envie de reculer en disant, bah oui, mais la liberté absolue de la conscience prônée par les philosophes stoïciens de l'Antiquité, c'est pas du tout la même chose que l'absolue autonomie de la subjectivité moderne, qui serait importante en tant qu'elle-même, tandis que Marc Aurèle ne cesse de nous dire disparaît, tu ne vaux pas en tant que toi, tu ne vaux pas en tant qu'être isolé. Donc ce serait une espèce de contresens que de dire effectivement maintenant au public que la liberté des stoïciens c'est une liberté absolue. Donc peut-être il y a une espèce de phénomène de freinage du milieu académique français qui reste dans la précision des textes. Et je pense qu'en fait on peut faire les deux. Et de fait, quand John Sellars fait des ouvrages, ils sont extrêmement précis et rigoureux, et en même temps, effectivement, ça peut marcher assez bien. Peut-être tu veux compléter du coup. Oui, je crois aussi que merci. Je crois aussi que vous avez mis aussi le doigt sur une réalité qui est l'ouvrage qui était le plus vendu aux États-Unis pendant de très nombreuses années. C'était les 7 raisons de réussir sa vie de Stephen Covey, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un marché extrêmement fort et puissant sur qu'est-ce qui va effectivement trouver son marché de manière très claire. Vous ne publiez pas aux États-Unis sans agent littéraire. Et l'agent littéraire négocie à la fois votre contrat et la médiatisation que vous allez en avoir, et quelles vont être les différentes dimensions. Le stoïcisme, à proprement parler, est extrêmement simple d'une manière générale, parce que vous pouvez en tirer 20 règles
de comportement et de développement personnel. Et vous voyez bien qu'il existe en France aussi des livres qui sont coachés avec les stoïciens. Ça interpelle sur effectivement cette dimension. Alors, le public français est-il favorable à ça ou pas? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Eh bien, aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est plutôt à la recherche de ce genre de système de pensée. Le public français, les moins, même s'il existe quand même de ce genre d'ouvrage. Et effectivement, il y a aussi une réticence, il faut le mettre en perspective, une réticence du monde universitaire justement à aller sur ces glissements dont Christelle a parlé. Et ce qui est très important, je fais par exemple très attention à ces questions de glissement où l'on pourrait utiliser la philosophie ou le stoïcisme à des fins d'entreprise. J'ai donné des exemples. Ce que je suis absolument contre ça. C'est-à-dire que jamais, en aucune manière, la philosophie doit être intégrée à l'entreprise parce que ça serait finalement un usage de la philosophie, parce qu'elle a des techniques pertinentes. Je ne vais pas faire une conférence sur le sujet, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, sur lequel je travaille, dans lequel on pourrait avoir une pertinence à utiliser les techniques de la philosophie pour augmenter la profitabilité des entreprises. Ce qui pourrait être un scandale. Je m'oppose complètement à ce système qui peut être capitaliste, néolibéral, et mon point est toujours de dire c'est l'entreprise qui est au service de la philosophie. Je m'appuie évidemment sur Bowen en 1953 sur ces questions-là, dans lesquelles il est important que l'entreprise est au service de la sagesse, de la philosophie, de ce que l'on veut amener. Et c'est pour ça que je prenais les exemples de Patagonia ou Danone par exemple, et pas l'inverse. Or, vous voyez bien que dans le monde contemporain d'usage parfois de la philosophie, c'est l'inverse, où on voit naître ou apparaître des philosophes d'entreprise. On est clairement sur un glissement. Et bien ce glissement-là, il fonctionne dans le monde anglo-saxon. Alors, moi, je n'ai pas la réponse à votre question. Je ne suis pas ni sociologue, ni anthropologue, etc. Mais j'ai fait quand même une constatation étrange. C'est que si on prend le thème de la liberté ou de la libération que vous avez pris, donc en mode stoïcien, on va retrouver une parenté extraordinaire avec ce qui se fait en mode bouddhique. Or, alors évidemment, je fais un raccourci peut-être un peu hâtif et un peu osé, mais la diffusion du bouddhisme contemporain est un peu parallèle à l'extension, enfin, j'ose pas utiliser ce terme d'extension du stoïcisme, on n'en est pas encore là, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le bouddhisme occidental se développe beaucoup plus dans les pays anglo-saxons que dans les pays francophones. C'est juste une constatation. Bonjour et merci pour vos interventions. La question que je me pose finalement, c'est non seulement peut-on parler d'un stoïcisme contemporain, mais pourquoi parler d'un stoïcisme contemporain? C'est-à-dire, au fond, le contemporain, cette période qu'on appelle le post-modernisme, a-t-il besoin de stoïcisme? A-t-il besoin de stoïque? En 2017, Madame Vieillard a présenté dans les sessions donc, les chemins de la philosophie, son livre, La philosophie de l'exigence. Une émission que j'écoutais, réécoutais, parce que j'avais vraiment intérêt à ça. Et je me pose la question, au-delà de ça, de l'exigence pour soi, vous avez parlé de bien, de passer de bien vivre à vivre bien. À vivre bien. Mais finalement, je me pose cette question du bien. Est-ce que le stoïque est un être de bien? Non seulement il vit bien, mais c'est un être de bien. Est-ce que le stoïcisme est aussi une philosophie non seulement de l'exigence, mais une philosophie de l'engagement, ou pas? Pour ce qui me concerne, vous connaissez déjà la réponse, puisque effectivement partout dans mes livres, je défends l'idée que effectivement le stoïcisme est nécessairement une philosophie d'engagement. Alors c'est pas sorti de ma tête comme ça aléatoirement, hein. C'est justement basé sur le fait que pour les stoïciens, la vertu qui est souvent réduite à la bonne intention, à la bonne disposition, il suffit de la bonne visée pour finalement avoir un acte vertueux.
partout dans les textes, on dit il ne suffit pas, Sénèque notamment, il ne suffit pas de vouloir droit, il faut encore faire exister le bien sur la scène du monde. Et donc, de fait, les stoïciens nous disent tu dois faire exemple par ta vertu propre, mais aussi par les actes que tu vas produire, les valeurs que tu vas porter. Et ça, c'est intervenir vraiment pleinement, de manière très engagée. Donc c'est une exigence morale intérieure, mais aussi une exigence morale politique et sociale. Et donc un appel à se saisir des valeurs qui doivent exister dans le monde. Et si elles n'existaient pas, et si elles n'étaient portées par personne, le monde serait différent. Il serait moins bon. Oui, je voudrais juste compléter avec une illustration. Il y a une dimension qui est très importante en disant est-ce qu'on ne nuit pas ou est-ce qu'on fait le bien? Et le stoïcisme est plutôt faire le bien plutôt que de ne pas nuire. Et cette dimension-là, et vous comprenez comment est-ce qu'on peut l'enseigner et le pratiquer de manière très claire, notamment, comme je parlais dans la question des organisations, est-ce que je respecte la loi ou est-ce que je fais mieux que la loi? La loi ne nous dit pas forcément de faire le bien. La loi nous dit ce que vous avez le droit de faire. Eh bien, la différence est majeure. Après, la différence que peut-être je ferai avec Christelle, c'est que je pense que toute philosophie est une philosophie de l'engagement. Sinon, ça n'en est pas une. Et qu'il y a, alors on pourrait se questionner évidemment avec les sceptiques par exemple, et les philosophes du doute. Néanmoins, il est compliqué, me semble-t-il, de voir une philosophie qui ne soit pas une philosophie de l'engagement, parce que nécessairement on est sur cet appel de vouloir faire quelque chose et cette volonté. C'est ce pourquoi d'ailleurs il y en a que 1 sur 1000. Quand il lui a été demandé, on lui a demandé sur le marché combien Socrate en a fait, la réponse est pas même 1 sur 1000, c'est moins de 1. Si ma citation est bonne de mémoire, c'est pas même 1 sur 1000. Et donc effectivement, il y a moins de 1 sur 1000 qui souhaitent effectivement cet engagement-là, quel que soit, je dirais, le type de philosophie. À titre d'illustration, il y a un exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple de Sam Sullivan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Sam Sullivan. C'est l'ancien maire de Vancouver, qui par ailleurs était lourdement handicapé. Il s'est engagé en politique en se donnant comme objectif de gouverner sa cité. Et Vancouver, c'est pas un village de 150 habitants. Et donc, pendant toute la durée de son mandat, il s'est engagé, mais à visage découvert, en tant que maire stoïcien. Et il a fait des réalisations absolument extraordinaires. Là, je pense qu'on peut quand même parler d'engagement. Il y a une dernière question. Bonjour. La question est tournée vers des aspects de la vie, parce que tout à l'heure, vous avez posé des questions dans votre exposé. Notamment, vous avez parlé des big data et la modification du génome humain, par exemple. Et c'est vrai que vous avez posé beaucoup de questions, mais je voulais savoir si vous aviez des réponses personnelles et stoïciennes à ces questions. C'était ma question. Comment répondre? Il y a plusieurs types de réponses. Il y a une réponse qui est nous ne pouvons plus former les individus qui fabriquent ces nouvelles technologies ou cette nouvelle science sans philosophie. C'est le premier principe que je souhaite défendre, en disant que nous sommes d'une certaine manière écrasés par un système. Le système, il peut être écrasé par un système économique, compétitif, globalisé, mondialisé, qui fait que nous ne sommes plus dans la question de la pensée et nous faisons sans penser. Et vous avez un écrasement naturel de la pensée, et Pierre Hadot le mentionnait de manière très claire en disant nous avons 3 stades. Le stade, c'est l'écrasement comme nous sommes un nourrisson par exemple, et nous ne pensons qu'avec nos sens. Puis il y a celui de l'enfance, et puis il y a celui dans lequel nous avons une conscience spirituelle. Eh bien, la question est, pour ces personnes-là, y a-t-il ou pas une conscience spirituelle? Y a-t-il ou pas ce genre d'éléments? Mon point, il est plutôt, si j'avais à répondre de manière très concrète à ces questions-là, il est plutôt dans une tendance démocratique. C'est-à-dire que, oui, nous pouvons par exemple souhaiter le transhumanisme, oui, nous pouvons souhaiter la modification du génome humain. Je n'ai a priori pas d'éléments contraires à cela. Ma question est plutôt de dire, pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons? Et ça, le problème est qu'effectivement, nous ne sommes pas dans ces questionnements-là.
La difficulté est que quand nous ne formons pas à ça, nous agissons sans conscience. Et il me semble que ces 70-80 dernières années, nous avons agi sans conscience avec un écrasement économique. Et cet écrasement économique nous fait agir en étant dépendants des technologies, en étant dépendants d'un monde qui nous dépasse. Et c'est important de récupérer ça. Il peut y avoir d'autres disciplines pour nous aider à cela. À titre personnel, je ne connais que la philosophie. Et donc, seule pour moi, la philosophie est nécessaire pour pouvoir penser ça. Nous avons, quels que soient je viens de passer 5 ans à l'étranger, en Asie, je connais aussi un peu les États-Unis, je ne connais pas une école ou une université en management dans lequel nous enseignons comment se comporter, comment comprendre ce que nous faisons avec cette distance philosophique. Les résultats, nous les connaissons. C'est-à-dire que nous sommes écrasés par un système, encore une fois, que nous agissons sans conscience et qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dimension où celui qui va sortir le dernier écran tactile, par exemple, qui utilise des minerais extrêmement difficiles à extraire, qui sont très polluants parce qu'on utilise des liquides acides pour ça, que nous allons être incapables de les recycler et que votre smartphone, tous nos smartphones vont terminer à 90% sur une plage au Ghana, parce que le Ghana est tellement pauvre qu'il rachète nos déchets électroniques. C'est une réalité. Donc la réalité, elle est depuis la construction, depuis l'extraction pour notre écran tactile jusqu'à la fin, ça va être dans cette dimension-là. Il y a deux problèmes. On peut dire, oui, agissons en tant que stoïciens, et est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai pas besoin, etc. Sauf que mon problème, il est que vous n'étiez peut-être pas conscient que 90% de nos smartphones allaient terminer sur une plage au Ghana, ni même la façon avec laquelle c'est construit. Autrement dit, mon point principal, il est celui qui est en train de fabriquer. Donc celui à qui je m'adresse, il est celui qui fabrique, celui qui va vouloir mettre ça en place, lui, il le sait. Il sait comment c'est fait et où ça va finir. Et donc, je considère que cette implication, cette réponse aux questions-là doit être posée à ceux qui font. Merci beaucoup. Encore une dernière question. Alors, j'aimerais poser Ce une soit dernière toi qui la question. poses. Voilà. Pose la main. Une dernière question. Il nous reste 3 minutes, donc 1 minute chacun. C'est la même question. Et c'est sur l'avenir de ce stoïcisme contemporain, de ces stoïcismes contemporains, de ces usages contemporains du stoïcisme antique. Je ne sais pas trop comment on peut le dire, mais voilà, on a vu qu'il y avait différentes réponses possibles. Ma question, c'est quelle est ou quelles sont les directions que pourrait ou que devrait prendre le stoïcisme contemporain dans les années à venir? Pierre. Bon, il faut bien qu'il y en ait un qui se dévoue. Hein. Alors, moi, cette question, vous allez dire encore un qui botte en touche. Mais c'est pas pour le plaisir de botter en touche, c'est que je dirais, je reprendrai un peu peut-être aussi le fond de la pensée de Marc Aurèle qui prônait la coopération et qui était très attentif à l'autre pour dire que finalement le stoïcisme contemporain dans les années à venir, il sera ce que nous allons en faire. Il y a ici des personnes qui réfléchissent sur ces problématiques. Il y a une association qui est attentive à faire de l'information et de la formation vis-à-vis du grand public, c'est-à-dire pas forcément des publics à orientation philosophique, mais monsieur et madame tout le monde qui pourrait être intéressé par le stoïcisme. Donc là, nous sommes sur un chemin. De quoi sera fait le stoïcisme contemporain demain? Sincèrement, j'en sais rien, mais c'est de nous que ça dépend. Je laisserai finir pour conclure cette question importante. Je ne sais pas s'il y a vraiment comme je l'ai dit, j'essaie d'être cohérent avec ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que je suis moins attiré ou moins inquiet par le stoïcisme qu'inquiet par les questions qui sont posées par le stoïcisme. Et qu'il s'appelle avec une dimension épicurienne, une dimension cynique, et pour moi tout aussi importante. Ce qui est important, c'est l'ici et maintenant. Donc si on peut utiliser les moyens que sont le stoïcisme, tant mieux. S'ils seront moins pertinents pour penser le monde contemporain, et bien tant pis, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'ici et maintenant, et c'est comment est-ce que l'on réussit à vivre. En philosophie, on dit souvent que l'important, c'est de monter à l'échelle. Une fois qu'on est en haut de l'échelle, on jette l'échelle et on reste en haut. Cette dimension-là, peu importe
la marque de l'échelle. Peu importe le nombre de barreaux qu'il y avait à l'échelle, l'important c'est de réussir à monter et de se débarrasser de l'échelle. Comment je vais trouver une formule pour faire mieux que l'échelle? Alors moi, je vais vous donner mon avis, mais qui ne m'engage que moi, donc pour le coup. Donc, s'il y avait deux directions dans lesquelles il faudrait aller, je pense qu'effectivement la première, c'est celle de la fraternité, parce que c'est quand même l'idée forte du cosmopolitisme stoïcien, c'est de dire qu'il y a une interaction entre tous les hommes. Ça, c'est vraiment un principe que pour le coup, ils sont quand même pratiquement les seuls à défendre d'un point de vue théorique fort. Donc il y a une fraternité des hommes, une solidarité entre nous, la nature, etc. Et puis la deuxième direction qui me paraît importante, et qui va avec la première, je crois, c'est l'exigence de vérité. Parce que justement l'exactitude dans la description de ce qu'est le monde des faits nous empêche justement de dériver vers des solutions qui n'en sont pas, ou de se perdre dans des fausses descriptions qui sont des fausses solutions. Donc, pour le coup, je fais un peu la pub de mon bouquin, là, le titre est quand même vachement bien trouvé, en y réfléchissant très longtemps après. Donc l'exigence, c'est vraiment ça, les stoïciens. C'est d'abord, pour moi, l'exigence de vérité, qui est le préalable à la construction d'un monde dans lequel on peut s'engager de manière droite. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois. Merci à vous pour vos questions également. Et puis, on se retrouve cet après-midi. Ali, est-ce que tu veux présenter les modalités? Pour vous restaurer, vous pouvez trouver à l'extérieur de l'ESSEC le restaurant. On se retrouve à 14h pour les ateliers. Les feuilles ici, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez toujours vous inscrire. Puis il y a les conférences qui reprennent à 15h avec Olivier Géraldine qui va vous parler de cette fameuse séparation entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Voilà, merci beaucoup.